Ce n'est pas ce qu'on apprend qui nous permet de comprendre la vie, c'est la vie qui nous permet de comprendre ce qu'on a appris. Henri Troyat. Après les 9 vies et la 10e vie d'un sacré numéro, 4 romans transpirés de réalités factuelles, mon présent de fin 2022 me propulse à délivrer un opus biographique. À l'instar des précédents 1 et 2, un élément imprévu déclenche l'envie de plume, de confinement assumé pour qu'un livre 4 existe dans l'urgence. Partager de nouveau un chapitre, ultime sans doute, de mon passage terrestre. Le 15 décembre 2021, j'écrivis ceci avec mes vœux à certains amis. Pour moi, le temps est venu de rompre des fils ténus, de conserver en farandole les amitiés les plus folles. Car combien de temps me reste-t-il ? 5, 10, 15 ans peut-être ? Davantage, si mes gènes imitent ceux de Denise disparue en mars 2022, car depuis mon enfance, on me confère une extrême ressemblance avec elle. Ma tante a tenu 101 ans et des poussières. Quand je vois à quelle allure ont filé mes 7 dernières années dans ma cellule de bonne, ma chambre de nonne, là où je me suis installée avec espoir, propriétaire grâce à ma part d'héritage, sans crainte des difficultés financières, je m'y suis retrouvée et vite perdue, défendue, renfermée, transportée par des idées créatrices, auréolée de sombres créatures. Une nuit clôt mes rêves, mon espérance dessinée d'avenir destiné dans un nuis éclos du 10e arrondissement de Paris. Le 2 de ce décembre 22, pour suivre et concrétiser le conseil d'un professionnel, je me rends dans un salon du livre en banlieue proche pour l'ouverture. Prolongé par une nocturne, le premier après-midi est dédié à la bande dessinée et à la photographie. Au dehors, il crachine depuis ma sortie du métro, la température s'est refroidie. L'exactitude depuis longtemps ne semble plus la politesse des rois, tout près de cette célèbre route de la Reine. Les préparatifs en toute hâte débordent l'heure de démarrage. Après un tour de salle furtif, salle dans laquelle manque un tiers des intervenants, je ne ressens pas la hardiesse qui peut être la mienne et, dans le doute de mon changement d'humeur, je quitte la mairie. J'entame le chemin du retour. La nuit tombe déjà sur des trottoirs glissants. Le monde des salariés envahit peu à peu l'espace urbain. Je marche d'un pas content. Avoir fui une ambiance qui ne me disait rien me comble d'aise. Soudain, la virgule rouge d'une enseigne attire mon attention. Sans réfléchir longtemps, j'entre avec curiosité dans cette boutique lumineuse, marque ancienne qui jalonna mon enfance et au-delà. 2 jours plus tôt, dans l'un des magasins de cette chaîne qui abonde dans mon quartier, j'ai repéré au rayon jouets un objet qui me ramena au moins 3 décennies en arrière. Ma sœur, celle que je surnomme affectueusement ma banquière, m'offrit une panthère en peluche noire de la taille d'un gros chat. Un jour, je me suis séparée de ma féline de compagnie et Tina atterrit dans les bras de ma nièce filleule, encore enfant. Le fauve tranquille mena une vie provinciale, choyée, je suppose. Flore devenue une talentueuse jeune fille, j'ai éprouvé l'envie de récupérer Tina. Mais délaissée, celle-ci a disparu de sa 2e maison, restant introuvable, et enfantant tristesse de ma part. En vain, j'ai imaginé refrémir de son moelleux compatissant. Vous penserez, avec raison, que c'est légèrement ridicule pour la septuagénaire que je suis désormais. Je me suis souvenu alors que ma chère maman, à peu près à l'âge que j'ai, avait confié son désir d'une peluche pour Noël. Devant notre étonnement d'adulte, Simone confia à sa progéniture qu'elle n'en avait jamais possédé. Mais cela lui manquait. Beaucoup. Je me promets d'acquérir pour mon cadeau ce joyau d'ébène, de nouveau accessible, disponible en seulement 2 exemplaires. La promotion affichée dans le magasin n'est pas éternelle, il me faudra agir vite. Donc,
Le 2 écoulé, je suis téléguidée dans ce monoprix banlieusard pour vérifier la présence de mon phénix et au besoin repartir avec lui. Les étagères réservées sont bien plus étendues que dans mon quartier, mais j'ai beau faire des tours, déplacer les animaux inertes, aucune trace d'une potentielle Tina ici. Je m'apprête à partir quand, près de moi, une enfant d'une 8aine d'années heurte des peluches. 2 d'entre elles tombent à nos pieds, nous nous baissons en chœur, la gamine en ramasse une et moi l'autre. Quand je me relève, je lance un cri, découvrant dans les mains de ma voisine un superbe éléphanteau immaculé. L'enfant est intrigué par mon exclamation, aussitôt j'entame la conversation. Je me réjouis de livrer une explication à ma surprise. On m'a offert à la naissance un éléphant blanc qui ne me quittait jamais. Il a succombé sous une foule de caresses baveuses et au trottoir poussiéreux des années 1950. Trop aimé, lavé, séché, rapiécé, raccommodé, suspendu par ses oreilles maintes fois recousues. Ce compagnon des premiers pas de l'indépendance entre auteurs s'est évanoui à jamais. L'ourson, substitut affectif de Guigui enfoui, n'attira jamais mes faveurs. La jeune Chalande saisit l'importance de cette rencontre et conseille, avisée et assurée, d'acheter cet éléphant. « Dis-moi, quel est ton prénom, jeune fille ?» dis-je. « Béatrice. » Si je l'achète, Béatrice, et je vais le faire, je l'appellerai Béa, en souvenir de Noël et de ses instants chaleureux. La future Cornac est victime d'un choc régressif, son cœur abattu à reculons vers le temps jadis où l'inhibition n'occultait pas les multiples intérêts artistiques de son jeune âge, avant la timidité et l'hyper-émotivité décelée en fin du primaire, déployée hors contrôle au secondaire. Un jour, on m'annonça que mon thème numérologique indiquait un karma chiffre 7, signifiant l'intériorité et le manque de confiance en soi. Aujourd'hui, encore hypersensible, sursaute au moindre son, l'oreille aux aguets, le cœur en éveil, un sacré numéro de 17 ans environnant. J'occupe ma raison d'inutiles rêveries. Boileau. Commissure des lèvres dilatées, je rentre avec Béa sous le bras. Le matin suivant, je fonce près de mon domicile pour ma Tina numéro 2. Il n'en reste qu'une. Elle est pour moi et devient Tina tout. Pour bénéficier de la remise financière alléchante, je complète cet achat d'une boule grise et blanche au profil de louveteau. Trompette et défense quenotte pointées vers le ciel, malicieux regard de pacotille, soyeux poil d'île flottante, auprès de Tinatou et Petit Loulou, Béa crée sa place dans l'univers rikiki sous le zinc. De la prime enfance de Cathy Valentine Émilie, sa présence ressuscite le parti trop tôt, le regretté, l'inséparable Guigui. Au Guy l'an 9 2023, mon année numérologique personnelle, sous l'égide du 4, me souffle effort, travail et stabilité, sous l'œil cristallin du lignage africain. Quant au marionnet prodigue, jalousant le souvenir de cet ancêtre qu'il n'a pas connu, cette panthère, pas si prodigue que lui, il a demandé à prendre sa retraite, vu son âge certain l'an prochain. Plus chanceux que les travailleurs modernes, il n'est que quinquagénaire. Lui accorder sa liberté, le métamorphoser en roi fainéant, je n'y suis pas prête. Depuis qu'un guiguignol a émigré de Lyon à Marseille, sur un vide-grenier parisien, le marionnet forme une paire complice avec Dr Cadval. Dans mes vidéos personnelles, ils se complètent et se complaisent dans les dialogues humoristiques. Le cas échéant, Dr Cadval réclame, à grand bruit, un intérimaire. La situation envisagée pose un dilemme. Une solution se dessine dans la destinée. Dans mes précédentes élucubrations auto-éditées, j'ai relaté d'étranges coïncidences. En voici un exemple de plus. Tergiversant,
La requête du marionnet en tête, je cherche un suppléant au hasard de mes déplacements. Durant quelques semaines, les boutiques que je visite n'ont pas dans leur inventaire ce que je souhaite. Une idée m'absorbe, je gamberge la confection virtuelle de l'idéal animal. J'ai 2 modèles pour créer mon 3e larron, j'y parviendrai prochainement. Le temps s'écoule, mon envie stagne dans mes méninges, le marionnet joue dans quelques créations, je sens bien qu'il n'en peut, mais ses performances ont diminué. S'annonce la fin d'année. Une amie férue couturière m'affirme qu'elle pourra, à sa venue prochaine dans la capitale, concrétiser mon désir, en m'apportant de la fourrure. La première semaine de décembre, je minimise ma déception que provoque sa visite inféconde. Rien de grave. On en vend probablement des coupons au marché Saint-Pierre à Montmartre. Une incursion chez Rougier et Play me conseillera pour la tête des remèdes alternatifs. Un défi supplémentaire à relever, lui dis-je. Les fêtes approchent, je me prolonge dans la prise de notes, puis la rédaction de cet ouvrage. Je me cloître et mes sorties ne sont plus qu'alimentaires. L'idole expose en ses divers rayons des douceurs, des friandises de circonstance. Des marionnettes de Noël me tendent les bras chargés de chocolat. Des énergumènes bien en chair, peu chers, rondelets, poilus, bicolores, expressifs. J'adopte sur le champ le raton laveur. En hommage à mon ami Henri Lambert, le comédien disparu, je le baptise Riton l'acteur. Avec brio, il incarnerait Zorro, Dieu suprême, hélas absent de mes croquis d'adolescente, car il en exalte à vie le masque éternel. Cette peluche n'apaise pas ma boulimie de rêverie. Le lendemain, je reviens de course avec une seconde bête revêtue des attributs du castor. Aussitôt mon esprit taquin le désigne comme l'apprenti du docteur Cadval et le dénomme Castor Junior. Quand ma bonne étoile veille, quelle efficacité! Tous les caprices qui patrouillent mon esprit ne sont pas à la veille de la mettre au chômage. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Charles Aznavour. Pourquoi avouer un engouement immodéré pour les marionnettes? Extension de mes bras et mains, ces petits personnages de l'imagination avisée, spécialistes de l'improvisation et du partage spontané, conquièrent mon existence. Une ménagerie tranquille, véritable source de douceur, d'émotion et de divagation, squatte les environs de ma chauffeuse BZ. Ces mini-comédiens comblent des manques, un vide, un déficit de tendresse. Le temps dresse d'invisibles parois de détresse. L'éminent absent de la troupe, mon animal préféré, le cheval, il arrivera, bientôt. Grâce à la future période des soldes. Allô, étoile, es-tu là? Je n'ai pas connu, et je le déplore, mon grand-père paternel, à la fois forgeron et maréchal ferrant. De cette pratique, il fit son art. Disparu le 1er janvier 1940, comme mon parrain, son petit-fils, le 1er janvier 2021, il légua ses œuvres à ma grand-mère, Valentine, avec laquelle nous avons vécu jusqu'à sa mort en 1963. À presque 12 ans, j'engageais une période artistique à enrichir. Cet homme, au visage moustachu, immuable, encadré de bois sculptés, a grandi compagnon du Tour de France. Fier de lui, je regrette de n'avoir jamais su le nom qu'il portait pour son périple du devoir. Étrangement, j'éprouve la sensation que son influence génétique escamota un maillon de la chaîne qu'elle forgeait. Mon grand-père, itinérant, né dans le sud-ouest, à Sainte-Thècle, près de Montesquieu et Moissac, Tarn-et-Garonne, émigra en Île-de-France pour s'y établir.
Tout autant travailleur, mon père, hyper sédentaire, s'attachait à sa demeure, réprimant l'appel impérieux des chapiteaux de sa jeunesse déçue. Le nomadisme m'attire dès l'enfance, éclosant désir de cirque et de tournée, injuste composé d'hérédité de ma branche paternelle. Resté de mon aïeul, l'enclume et les fers à cheval fortifient ma passion équine. Grâce à André Santini, des centres de loisirs de Courbevoie, camp d'été et reprises hebdomadaires dans un centre de l'Oise, étanche ma soif d'équitation et d'équité. Mon équilibre mis à rude épreuve, l'apprentissage du cheval me transporte jeune héroïne dans la lignée des preux de fiction. Les personnages de BD comme Teddy Tell le cow-boy, à l'évidence, Raon le gaillard préhistorique ou le jeune résistant le grêlé 7-13 occupent mon imagination du jeudi chômé. J'oublie Michel Vaillant, pilote de course automobile. Les lectures de Rodéo ou de Vaillant avec Pif le chien et Nadine Ozja, le justicier des 1001 nuits, me rapprochent de mon cousin et parrain, fan de BD, de 20 ans mon aîné. Puis la télévision nouvelle, dans le foyer parental, absorbe mon attention par les feuilletons français ou américains, d'aventure ou de vie quotidienne. Les personnages de ces films ont trouvé grâce à mes yeux. Mon panthéon passionnel s'inaugure. Les mines adulées de mes fabuleux s'incarnent sur le papier consent. Se décline ci-après l'exposition livresque et louvresque de croquis sans prétention, excepté celle de soulager l'envie impérieuse de tenir un crayon. Mon cœur s'amourache de comédiens inaccessibles, les rencontrer impossible, transcender mes favoris en images accessibles. Parallèlement à l'expansion de cette galerie de célébrités, j'intègre une troupe de théâtre amateur. Mon cœur juvénile s'ouvre à l'amour sublimé en exposant sur scène ma pudeur d'adolescente. J'immortalise des camarades du lycée, comédiens prometteurs, comme Bertrand, à qui j'ai offert son portrait. Quant à Carole, elle n'a jamais pu recevoir cette ébauche dédicacée. Que sont-ils devenus ? Mon activité crayonnante s'est quasiment interrompue après la rentrée 1968. Mon bac A littéraire en poche, oral exclusivement cette année-là. Surtout, je suis libérée de l'obligation d'un retour en classe. L'opportunité de débuter ma vie professionnelle, enfin l'une d'elles, m'arrive impromptue par mon ami d'enfance. Dans un établissement d'enseignement technique, je seconde le directeur en fin de carrière pendant l'année scolaire 1968-69. La retraite est alors fixée à 65 ans. De fréquents échanges, en dehors de notre collaboration collégiale, explorent les domaines de l'art. J'en profite pour exposer mes aspirations modestes, mais convaincues.
Nos passions ne sont pas distinctes de nous-mêmes. Il y en a qui sont le fondement et toute la substance de notre âme. Vauvenargues. Les yéyés surgissent. Magazines, radio, télévision, disquaires, ils prolifèrent. La jeunesse adhère au rythme et chansons nouvelles, je ne suis pas en reste. Mes dieux de l'image cèdent à regret la place aux saltimbanques musiciens. Les décibels en hausse accroissent mes émois juvéniles et mon désir de produire des sons s'amplifie. La cithare de mes 6 ans s'efface devant une guitare quand j'ai 11 ans. Un harmonica scout, doublé d'une flûte à bec, m'entraîne sur les traces musicales de mon père. Concurrencer Bob Dylan et Hugo Frey devient une quête. Je place cependant en tête de mon hit parade Franck Alamo et Salvatore Adamo, confondus par leur patronyme. J'admire, j'envie, l'histoire d'amour entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy, sublimée par les clichés de Jean-Marie Perrier. Aucun numéro de Salut les copains n'échappe à ma vigilance de fan chez le libraire. Ainsi, la photographie, pratiquée humblement par mon père et ma mère, s'installe en miroir de ma vie. À 15 ans, mon cœur timoré cible de poèmes un élu secret. Plus tard, pendant des vendanges initiatiques, des chansons pastiches s'imposent, improvisées, que mes compagnons de vigne reprennent à tue-tête. Dessiner occupe un quota confortable de mon temps libre. Conjointement au théâtre, les mots et la musique m'attirent. Conséquence de la voix harmonieuse de notre mère qui berçait nos couchers d'enfants. Son petit carnet recouvert de Moleskine contenait des trésors de chansons que la jeune Simone avait joliment illustrés d'exquis coups de crayon. Le besoin de m'exprimer par écrit s'impose. Or, mes notes au lycée accusent une faiblesse en rédaction et dissertation. Ce n'est pas gagné. J'impute mon manque de maturité au saut de classe. Je sais lire, écrire et compter, on ne juge pas nécessaire, pour moi, le cours préparatoire de la grande école. Jusqu'en 5e, je dévore les mots des autres dans leurs ouvrages. Ma parente stoppe cet élan compulsif, soucieuse de l'esprit chaste de sa fille de 12 ans. Haro sur le livre Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Ma bibliophilie, héritée de ma mère, est en sursis, mutilée. Pour quelle durée ? Lasse des mélodies jouées à l'oreille relative, j'apprends les accords de guitare en émulation avec une camarade. Hugues, prends garde à toi. Adamo, chouchou chantant, est l'infortuné exposé dans ma série. Son visage, balafré d'une croix, étale ma déception du rendu final. Irrésolu à détruire cette esquisse, je lui signifie un commentaire rageur dans un angle du résultat raté. J'ai omis de mentionner Michel Leroyer, prestigieux chevalier de Maison Rouge. Ce dessin a quitté mon carnet en offrande à l'ami Titi, qui adorait cet acteur. Idem pour Paul McCartney, le Beatle âgé de 80 ans à ce jour. Célébré lui aussi en palette de gris, il émigra en Angleterre, chez Suzanne, correspondante londonienne. Déjà un désir inconscient formule qu'un jour l'image animée m'accordera ses faveurs. Tandis que le présent concrétise inlassablement les folies qui m'infiltrent. Relatés en désordre, mes loisirs de teenager signent pour la maturité un quintet gagnant, dessin, photo,
cinéma, écriture et musique, incessamment. L'hiver dernier, préparant son départ pour la Bretagne, ma sœur propose de me rendre ma vieille cithare, donnée à mon beau-frère, mélomane. Je lui avais proposé mon instrument en disgrâce, manquant de place après mon énième déménagement. Cithare, prodigue, elle aussi. Accompagnée de sujets chevalins, ma collection que leur fils, adulte, mon filleul, n'a pas conservée. Le passé persiste dans son regain, interloquant mon existence. Le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Voltaire. Les 2 tomes, les 9 vies d'un chacré numéro, détaillent la chronologie de mes étapes professionnelles ou personnelles. Réitérer serait superflu et complexe, dépeindre la période que je vise en ces temps modernes, disserter de mon actualité, cela me semble judicieux. Une retraite active génère des bienfaits. Mon extra coupon de vie tisse des liens, ma période taffeta étoffe le soi. Très tôt, je suis incitée à décrire mon expérience dans des articles. Noël 68 par André Santini, directeur du camp de ski. En 79 par mon employeur de la Fédération française de twirling bâton. Ensuite, stimulée par l'auto-édition initiale du livre Lien en 2011, c'est avec passion et spontanéité que je barbouille aujourd'hui sur des feuilles mes émois de spectatrice. Fin septembre 2021, dans la nuit suivant ma sortie au spectacle Amour amer, l'inspiration me visite. J'étais l'autre soir au théâtre La Bruyère. L'auteur d'Amour amer aura ici un succès assuré par qui n'est autre que Jean-Pierre Bouvier. L'affiche qui m'interpelle dans le métro le 17 septembre dernier a comblé mes espérances. Jean-Pierre Bou et Vie, en incarnant sur scène l'épanchement de ce veuf qui aime autant les belles voitures américaines que la défunte. Des mains gigantesques brassent joliment l'air en sens étudiés. La fumée des cigarettes coupables s'imagine au plus précis des gestes, jusqu'à la pichenette chassant des lèvres avec délicatesse le grain de tabac fictif et récurrent. Chaque emplacement est habité, justifié par la sensibilité de l'instant. La palette vocale, de la rocailleuse brutale au chuchotement intime, reste toujours maîtrisée, réaccentuée, finalisée. Vibrante, elle nous transporte, nous égaie, nous tient en haleine. Enfilée veloutée ou éraillée, la voix jaillit chaude et puissante des entrailles du comédien. Même quelques menus défaillances se mettent au service de l'homme et du monologue. La justesse de l'interprétation rend justice à l'auteur. Nel Labute. Le texte, francisé par Dominique Piat, varie en puissance du raffinement au débordement de mots mariés et maniés à merveille par un colosse aux pieds agiles. C'est un régal de termes servi sur un plateau de sentiments, dans un décor sobre et équilibré. Jean-Pierre Bouvier occupe l'entièreté, qui de nos jours utilise encore ce mot, de l'espace complice. Dans cette liste, les spectateurs enrôlés en partenaire idéal sont pris à témoin, en écho à la bande sonore de murmures étrangers. L'immobilité des auditeurs est inversement proportionnelle au remue-ménage émotionnel que provoque la prestation. Si la perfection existe, elle se dévoile ici sous un jeu de lumière en fractions, comme le découpage sensible d'une vie condensée en 60 minutes, pour une assemblée conquise par la première du 30 septembre 2021. Comme l'aurait, certes, dit mon maître et ami Jean Laurent, Jean-Pierre a coché toutes les cases.
Quelques semaines plus tard, je croise Francis Huster au sortir de la maison de la radio et de la musique. Il requiert mon avis sur l'émission, tout juste terminée, sur France Inter, Boomerang. Ce qui donne pour Huster et pour Francis. En une seconde, tenter encore l'aventure imprévue de la livraison se décide à l'aube grâce à France Inter. Mission accomplie, cette fois sans impli. Requête express de l'interlocuteur, le replay in onde mon attention. Objectif ma fin d'après-midi du 8 novembre 2021. Qui ne l'a jamais entendu parler de son Dieu ? Mystère, Huster, livre son plaidoyer rodé d'une âme sincère. Cette âme, ces âmes régissent abondamment ses propos, au risque d'user ce mot, de mettre un terme à son sens sacré. Mais c'est aussi par cela que le 463e comédien français, comme un ovni, officier valeureux d'une nation invincible, surfe sur l'âme de fond et scintille de vagues d'énergie inépuisable. Dû sans doute à mon bénéfice de cours particulier, la récurrence du discours m'est une évidence. La misanthrope pilote la duplicité, galope sur une osmose entre Poquelin et Francis, entre Molière et Huster. Le fan écrivain est communicatif, il retient, dans sa langue, les auditeurs de sa harangue. Un bégaiement de l'inspire et part, et bref, soutient la révolte de l'être humain, l'enthousiasme du comédien. Ce charme si personnel se devine à l'oreille. Huster s'écarquille de sourire, gesticule son regard enrôleur dans un verbe accrocheur. Un exercice de séduction dans un studio sans public, l'adversaire privilégié sur qui assurer son pouvoir, son discours aura été répété la nuit, en ou sans sommeil, à coup sûr, tête contre les murs, le combat d'une vie. Dans le portrait brossé par Augustin Trapenard, sans mentir, on imagine que son plumage, tri-croisé, se rapporte à son ramage, élégant et racé. Le naturel qu'il a cherché et retrouvé exhibe encore quelques notes hors de portée, hors sol, anicroche, détectées par mes tympans, comme une clé de fa brique, atténuant la vérité de l'expression. La voix vibre. Parfois nasale, elle révèle un repos insuffisant, un coup de froid, d'émotion, une carence en quinton. Le débit du discours est vif, léger et convaincant. Or, quand par l'interprétation Alceste se montre funeste, pour sembler impétueux, le flot devrait se ralentir dans l'articulation très réaccentuée, le détachement d'une tortue en lièvre déguisée. Selon l'enseignement reçu de Maître Cochet, vitesse n'est pas précipitation. Beaucoup d'acteurs modernes ainsi s'emballent et le contenu des répliques se noie dans la salle. Maître Francis Huster nuance son âme pantonne, son rêve panthéone, en mots lierre cramponné d'honneur, tel un commandeur de la comédie française, dont Philinte et dont Jouan lui-même représentent un infime chapitre. Certes, Adjani n'est plus adjacente. Réali veille réel. Pour cet acteur ardent et nanti qui s'accroche, se reproche et se fuit, janvier 2022 est le but ultime des participations médiatiques. Et si, quittant la maison de la radio et de la musique, tout à coup de ta rencontre avec quelqu'un, Monsieur Huster à Francis lançait cette réplique, comme sur les îles du Frioul, en meurtrier, ta vie va changer. J'ai assisté à plusieurs prestations Molière par Francis Huster dans des salons du livre tels Histoire de lire, Salon Versaillais, le 21 novembre 2021, qui m'a inspiré ceci. Au sortir de la gare rive droite, il pleut à verse. Aïe, me dis-je, le parapluie est indispensable. Foulant les feuilles mortes trempées jusqu'à l'hôtel du Barry, je dispose mon esprit à entendre quelques paragraphes
du dictionnaire amoureux de Molière, dit par l'auteur. Ce que le salon programmait comme lecture se métamorphosera en prestation d'Hannibal Lecter, qui imposera le silence des agneaux au public dans la stupeur. La salle est pleine dans l'attente fébrile. Francis Huster arrive, concentré, renfrogné. Pour qui ne l'a jamais croisé, auprès de lui, Croque-Mitaine apparaît en bisounours. Il prend la parole côté technique, évalue le son, puis, comme à son habitude, il photographie la salle, détendant l'atmosphère. Il s'enquiert, incrédule, de la consigne reçue. 3 petits quarts d'heure lui sont octroyés. Le cerveau du comédien réévalue le temps qu'il souhaiterait, contractant sa plaidoirie à vive allure. L'espace entre 2 mini-micros sur le pupitre de présentation lui est insuffisant. Il monte et descend de l'estrade où, dès le départ, il s'adjoint une enfance vierge, un garçonnet et une fillette repérés dans la salle. Il essaie les micro-baladeurs. Sans mot dire, il confie le premier à une personne de sa connaissance, celle saluée de la main à son arrivée sans doute, puis marche en sillonnant du regard l'assemblée et s'arrête, impassible, près de moi. Et il me donne le second micro. Assise et surprise, je lève les yeux, intriguée et soumise. Si des gens veulent intervenir tout à l'heure. Mais le débat ne sera pas, je le sens, même si je me prépare à lever le siège rapidement en temps opportun. Sa voix porte, gênée par un brouhaha extérieur. « Qu'on ferme les portes !» pensais-je, au moment précis où lui-même le crie. Les gens ébranlés contiennent leur frayeur, moi la première. Francis Huster investit l'allée centrale, fronce les sourcils, écarquille des yeux qui grondent sur orbite. Il remonte sur la scène. Tout lui devient accessoire insolite. Pauvre gobelet de carton. Puis sa parka noire qui s'épanouissait tranquille sur un fauteuil avec le masque de Zorro s'affale sur le parquet. Un peu plus tard, une bouteille au repos les rejoint, liquéfiée par l'audace d'un geste de fureur. Une dictature de l'intelligente démonstration, une érudition fleuve, prolixe et exceptionnelle. L'oraison tétanise les plus sensibles. Regard vers le sol, mâchoire d'acier, Francis soliloque, en un Huster interné, comme échappé d'un inconfortable asile. Un parallèle inéluctable entre football et théâtre dénonce l'éducation scolaire qui donne tout pouvoir au corps et aucun à la pensée, tout pour le sport, rien pour la culture. Puis il joue battleur, se prenant pour Tabarin, magicien de rue d'autrefois. Il définit ainsi le rôle et le personnage, l'un vivant, de chair et d'os, l'autre inconsistant, de papier. Il grimace, tortille son corps. Quasimodo n'a qu'à bien se tenir s'il ne veut pas être détrôné. Un prochain emploi pour le fils de Molière ? L'assistance timide se déride, certains rient sous cape, d'autres jubilent bâillonnés. Francis Huster joue de sa voix multicolore, une partition éclectique sur ses gammes étendues. Peintre et musicien tout autant à l'âme tranchante. Il s'imagine soudain qu'on le pense illégitime et s'en défend avant l'attaque. La comédie française, il la connaît de l'intérieur, en 463e posture. La passion transpire, nettoie les anicroches de naguère, lançant des notes à portée d'écoute, offrant à chacun les clés du raisonnement. Tel un prêcheur américain, Saint Francis nous condamne à l'enfer si nos manières de penser n'évoluent pas. Il semble éloigné en cet instant de l'homme sage aux foussettes infantiles qui siégeait bras croisés dans l'émission L'Essentiel chez Labo il y a quelques jours. Un canal de plus pour distiller sans laboratoire ces personnalités diverses. En un clin d'œil, une ribambelle de morts connus, peu ou prou de nous, ressuscite sur la scène quand le comédien prononce des noms avec fougue. Notre imagination intègre leurs bienfaits, leurs découvertes, l'héritage que nous leur devons. Shakespeare, Lucien Guitry, Louis Jouvet, Jacques Copeau, Charles Dulin et Molière, bien sûr. Francis Huster foudroie l'assistance de son regard Zola, sans mettre de haut-là aux accusations qu'il profère. Le micro esselé quitte ma main droite, consumée, pour la gauche, lascive, sur mon pantalon cigarette. Francis Huster fait un tabac, cassant les reins aux idées mal reçues ou fumeuses. C'est sûr, l'objet ne travaillera pas durant la conférence. Histoire de lire, histoire de livre, un quintal de matière grise pour 1,77 m de stature, étoilée.
Auréolé, Francis Huster est possédé de mauses et merveilles. Aucun exorciste ne le démonterait de son sujet. Chaque syllabe prononcée pèse si fort qu'elle nous assomme d'intense énergie. À coups de soufflet, il nous fustige, sans besoin de la claque des antiques théâtres. Aucune mouche ne pourrait voler, décoller d'un visage du XVIIe siècle. Elle serait vite happée par un drone d'animal qui brasse l'énergie spatio-temporelle à la façon d'un chef d'escadron en bataille. On envoie 36 000 chandelles, de celles qui ornaient les lustres d'avant le siècle des Lumières. Les deux enfants, livrés à leur sort, ne profitent que du revers de l'acteur. Même s'il est admis qu'un excellent comédien peut jouer de dos, ces jeunes spectateurs perdent les étincelles bleu acier, les couperets prunelles, le visage masque de fer. Loin d'enfoncer son clou, Huster nous martèle, nous hisse à son niveau de connaissance. Il partage, il répand, tel un tonton flingueur. « Je dynamite, je disperse, je ventile !» Cette montée en puissance paralyse le présent, prépare aux minutes futures de l'exposé. C'est une réparation en surface et en profondeur à la gloire de Molière, le dieu dont Huster s'instaure prédicateur. Tout à coup, l'arbitre en blanc signe la fin du match. Huster 1, public 0. S'il y avait eu prolongation, le spectateur aurait pu renverser l'addiction, un gain de cause sans perte de temps, en somme. En mon fort d'attaches intérieures, ma plume Géronimo s'extasie de la performance inattendue et gribouille un brouillon de souvenirs pour les transcrire en rentrant cette nuit. Car c'est sous la lune que l'inspiration capture mon sommeil. Et c'était, ce 19 au matin, la pleine lune du Castor. Comme disent les Amérindiens. Que pensera Marlon, nouveau-né de la veille, 20 novembre 2021, quand il aura l'âge d'entendre cette expérience? Lui confierai-je que ce performeur ressemble étrangement à Élie, son arrière-grand-père, du 20 novembre aussi? Mais surtout, qu'apprendra en classe mon petit-neveu, visiteur du soir à 22h29? Ira-t-il en primaire avec ses camarades, déambuler dans le Panthéon, où l'œuvre de Molière reposera, enfin, réhabilité pour l'éternité? Stimulé par ces lauriers de papier, je commets mes sensations, impressions en dissertation spontanément et sans vergogne. Si la cigogne a déposé dans ma nacelle cette faculté, je me dois de l'exploiter. Le 17 février dernier, Comme il vous plaira, de Shakespeare, m'a enchanté, comme je l'exprime ci-après. Hier, j'ai assisté à un spectacle à la fois féerique, drôle, enlevé, musical et visuel. Fantastique remède contre la morosité que je recommande à tous. Comédiens et comédiennes sont tous admirables de virtuosité, de jeu, tous chanteurs impressionnants de talent. Entre chorégraphie et pantomime, près de 2 heures de bonheur, une immersion dans l'action avec l'utilisation de la salle et du balcon pour les comédiens. Et surtout, Barbara Schultz est extraordinaire de vélocité, souplesse, drôlerie, étonnante, époustouflante en un mot. Merci à la metteuse en scène Léna Bréban pour les trouvailles. Bravo à la régie et merci pour les décors à la fois évocateurs et empreints de simplicité. C'est au Théâtre de la Pépinière, Opéra, à 21h. Courez-y, on rit, on vibre, on chante même en osmose. Être présente à la première d'un spectacle me stimule. Mon opinion se forge sans influence extérieure. Ma demeure, située dans un quartier cerné de salles de théâtre, réputées ou discrètes, je repère pendant des emplettes une affiche. Le 22 septembre 2022, j'occupe un siège dans l'attente d'un partage musical « J'ai pas l'air ». J'arrive devant le théâtre Antoine vers 18h30, croise Richard Berry et Tchéky Cario en discussion avec 2 femmes que je ne reconnais pas. Le patriarche, Pierre Richard, béquille sous le bras, se dirige, majestueux, en galante compagnie, vers le hall. Du beau monde. À 20 minutes du lever de rideau, j'entre à mon tour. Heureuse surprise. Je suis déclassée, comme souvent lors de premières. On m'assigne une loge pour 4 et ma volontaire solitude de spectatrice s'installe face à la scène au premier étage. Situation idéale, inespérée.
Le spectacle attendu accuse du retard, l'eau désolant d'une modernité complaisante. Dans la salle loin d'être pleine, la magie que j'attends démarre enfin. Sur un rideau écran de fil, danse un immense 33 tours lumineux. Ce cercle s'auréole de mots en sarabande, diffusés confusément par les haut-parleurs. Extraits d'interviews, vivants ou disparus, des interprètes expriment l'essence de la variété française. Chaque chanson relate une histoire. Jean-Paul Rouve entre en scène, fendant le rideau au décor de lumière, et se présente. Le piano joue trop fort et le discours du comédien s'en trouve, pour mes oreilles, perturbé. Heureusement, cela ne durera pas et le son trouvera son réglage approprié, voix et musique. Je me documente rarement sur un spectacle que j'ai envie de voir à la vue d'une affiche ou par les noms des protagonistes. Aussi, dès les premiers mots de Jean-Paul Rouve, en situation, je discerne des paroles connues, je décrypte le titre « J'ai pas l'air ». Le comédien ne chantera pas, il partagera son vécu avec ce choix de chansons reliées à son existence. L'acteur est d'une justesse exemplaire. Il est bluffant de maîtrise, sensible et gestuelle. Son émotion sur les écrits de Barbara à Alain Souchon, de Jacques Brel à France Gall, de Balavoine à Michel Sardou, de Benabar à Eddie Mitchell nous touche. Des projections pavoisent les LED filaires, photos personnelles ou non, films Super 8, documents, paysages. Le rideau lui-même joue entre hauteur et position latérale. L'acteur officie du bord de scène nu au sobre décor semi-camouflé au-delà des fils, près du pianiste. Des mélodies discrètes confortent ses prestations. La présence du diseur, tour à tour poignante, attrayante, virevoltante, nous concerne. Tous complices, volontaires, comme le facétieux chien blanc aux bandanas rouges qui saluera Renaud, le seul diffusé en gros plan, cigarette au bec. Un Mistral gagnant à Monsieur Rouve pour ses ex-chansons dans le vent. Dès le départ, j'ai regretté une tenue vestimentaire décontractée. T-shirt, uni, jean, basket. L'élégance actuelle en accord avec la ponctualité. Télépathie ou intuition, l'acteur disparaît pour un entracte piano-bar. Alain Lanty, seul en scène, joue et chante aussi, bravo. Un second Jean-Paul ressurgit, en veste, chemise blanche et cravate, encore en jean basket semble-t-il. D'autres textes, d'autres situations attachantes dont on ne se lasserait pas, mais ces délices d'une vie qui concerne chacun ne durent qu'une petite heure. Après Le chanteur de Michel Delpech, les tentures de fil s'effacent pleinement, découvre l'ouverture des coulisses. L'acteur s'éclipse dans ce couloir, nous entraînant dans son sillage, et revient saluer avec son acolyte. J'ai savouré ce spectacle qui m'a démontré l'immense talent de Jean-Paul Rouve. Respect et admiration. En définitive, la magie d'une entrée en arrière pour la révérence de l'année 2022, placée sous mon chiffre personnel 3, la communication, s'envole au-delà de ses prérogatives. 2 mois et demi plus tard, je découvre une information dans une brasserie, Jean-Marie Perrier sur scène. 2 dates possibles, je choisis la première, lundi 5 décembre 2022 au 13e Art Nouveau Théâtre. Un design architectural glacial en sous-sol, une cacophonie au niveau billetterie, des spectateurs mutant leur catégorie, une salle réduite par un voile grisâtre. Le show haut en couleur prend enfin forme dans une ambiance 22e siècle pour un voyage dans le passé. Sur les planches, un décor sobre, une chaise haute d'un côté et de l'autre une table pour ordinateur pense-tête et pense-heure. L'ensemble dominé par une immense tapisserie recueil de portraits XXL. En touche de piano-bar, veste ton blanc et pantalon anthracite, entre sur site une fine silhouette dégingandée, au rythme sur blouse. Jean-Marie Perrier, ce vieux jeune homme, nostalgie pendant 2 heures avec simplicité et authenticité.
Il revit devant nous ses amitiés extraordinaires. Il partage ses potes, les encense, les disculpe, les remercie du fond de scène et du cœur. Quelques hésitations ou ratages dans cette reprise de spectacle de 2014, interrompue par l'épisode Covid, lui attirent symbiose et estime supplémentaire d'un public à la moyenne d'âge très élevée. L'ex-futur musicien déambule, les yeux souvent vers le sol, entraînant le glissement de lunettes qu'un index précautionneux replace aussitôt. Apparemment infatigable, il ne s'accorde que peu de pauses devant les poses colorées, loufoques, étudiées ou hasardeuses de nos artistes communs. En musique, jazz, rock ou romantique, défile sur l'écran géant un diaporama de photos fameuses et de prises de vue singulières, tandis que dans la pénombre, aux abords des coulisses, le photographe lilliputien, en Robinson échoué sur une île au dieu de Pâques, les observe du coin de l'œil, ou bien se déhanche langoureusement, en métisse, comme lui-même se définit, habité par le swing. Jean-Marie, dans l'émotion ou l'autodérision, est attachant, aimable, drôle et émouvant. Un chapelet d'anecdotes sacralise ses idylles et ses idoles d'avant Noël 2022. On découvre un cow-boy Eddie inédit, un Johnny Jojo omniprésent en l'anniversaire de 5 ans d'absence, un Clo-Clo réhabilité, un Alain Delon sincèrement défendu. Les incontournables groupes anglais, les vedettes black américaines, un nombre indéfini de nos souvenirs, une foule de nos enchanteurs immortels. Des égéries au parfait profil, Françoise, Sylvie, France, au zénith élevé. Merci à vous, Monsieur Perrier, d'avoir influencé mes 11 ans, me permettant en 1962 de commettre mes premières mises en scène photographiques, avec pour modèle de 15 ans, ma cousine, Icloone de Miss Vartan, à la manière de Salut les copains. Fils préféré de François Perrier, Jean-Marie rend hommage à son père sur un portrait de l'acteur. En conclusion pudique de tranches de vie révolues, mais intemporelles. Depuis une vingtaine d'années, ma fibre poétique s'affirme, fulmine même. Les textes se multiplient, sentiments divers s'expriment en rimes, l'inspiration me violente, je noircis le papier à toute allure, suivi d'une mise en forme express. Pour ne pas muter ce livre en recueil de poèmes, n'en voici qu'un échantillon. Les pointes. Sur la pointe des pieds, elle songe à partir, imagine s'enfuir sur la pointe des pieds. Sur la pointe du réel, vers lui s'était glissé, sur la pointe des ailes, désire s'envoler, voudrait déguerpir, vers la pointe du rat, peut-être atterrir sur la pointe là-bas. Sur la pointe du cœur s'effritent ses pleurs, sur la pointe du cœur s'arrondit le bonheur. De la pointe du bic s'écoulent des pensées brutes sans alambic vers celui tant aimé. De la pointe du souvenir, timide délicatesse doucement se blesse, guettant poindre l'avenir. Et peut-être un deuxième. Juste être là. Simple et facile, juste être là. Le regard compréhensif, l'esprit agile, quand il semble là des bagarres, des récifs. Simple et facile, juste être là, dans l'espoir de porter chance, une force tranquille quand il semble là, comme un miroir de haute fréquence. Juste être là, sans fléchir, juste être là pour l'avenir. Un dernier, pour la route. Le 4 feuilles. Sur le pas d'une porte, elle dépose ses pleurs. Au loin, le vent emporte ce bouquet de peurs enfin quasi mortes.
Alors ce fragile cœur en quelque sorte devient porte-bonheur. Sur le pas de sa porte, elle dépose l'humeur de ses amours fortes, en touffe de saveur que le trèfle transporte aux quatre coins du labeur. L'avenir ainsi le rapporte, amour, cœur et bonheur. L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions. Anatole France. Mon propriétaire m'informe, début 2011, que je dois quitter ma location du 18e arrondissement à la fin du bail en novembre. Cette annonce n'entame ni ma force de travail, ni mon moral. Mes souvenirs marquants liés aux photos de l'une de mes expositions des années 1990 sont publiés et lus. Depuis plusieurs mois, je suis en croisade pour mon deuxième scénario de long métrage, rédigé à l'hiver 2010. Cette recherche tenace me conduit jusqu'à la cité de l'Aude, qui abrite des bribes de ma jeunesse. Sous la houlette de Huster et le pavillon de France, la troupe éponyme se produit à Carcassonne, étape d'une tournée dans des lieux prestigieux de l'Hexagone. Double opportunité, instant nostalgique et contact avec le metteur en scène. Ce séjour installe le projet de les rejoindre en fin de parcours au festival In Situ dans le Var. J'organise de suite ce proche voyage et réserve sans difficulté un hébergement à Carqueiranne. Comment me démarquer, émerger, comment attirer l'attention et promouvoir mes compétences ? De ma recherche d'images sur Internet, surgit sur mon écran la douzaine d'adresses. En chat de l'horoscope chinois, je capture la souris de l'IMAC, lui impose une reproduction rapide grâce au vieux logiciel de dessin Bitmap. 12 demeures grandioses et châteaux forment les scènes de Don Juan et de Louis Jouvel le patron. Je structure un dossier, témoignage de la tournée. Je réalise alors un agenda atypique, 12 mois décalés, agrémenté des dessins que j'élabore. Encadre mes citadelles numériques, des extraits du livre lien, 2 ou 3 poésies, mon curriculum vitae évidemment. Je dispose du matériel et des fournitures nécessaires, imprimantes, relieuses, boudins, rhodoïdes. Je consacre le mois de juillet, avant mon départ début août, à ce recueil de propagande personnalisé pour chaque membre de la troupe. Aidé du programme acquis à Carcassonne, bardé d'autographes et de remerciements au retour du festival, je dessine chaque visage des interprètes. Je joins des spécimens dédicacés de mon livre. Mon orgueil insatisfait suggère d'ajouter une flèche à cet arc. De là-haut, maman chuchote cette idée. Utilise le tissu provençal resté intact dans mes affaires de couturière. Un écrin de camailleux bleu, cousu main, camoufle chaque exemplaire de lien. Les destinataires de cette maxi-surprise tomberont, à leur arrivée, sur une enveloppe cadeau déposée dans les chambres de l'hôtel par le personnel. Je suis comblée par l'effet souhaité, on m'en félicite avec chaleur. De fil en aiguille, je suis acceptée dans les répétitions par le chef de meute qui me confirme que cet agenda souvenir paradera dans sa bibliothèque. L'appareil photo numérique tout neuf, offert par mes sœurs pour ma retraite et mes 60 ans, ne me quitte pas et j'en profite. Des prises de vue multipliées me familiarisent avec la modernité de ces images, moi qui ai stoppé cette activité et mon labo photo depuis une dizaine d'années. Ci-après, la distribution de cette tournée, l'original orne chaque éditorial des dossiers individuels.
Il est bon d'être ferme par tempérament et flexible par réflexion. Vauvenargues. L'innocence de l'enfance réapparue m'abreuve de revanche. Je m'épancherai sans artifice. Clamer ma révolte, mon exaspération de la société, dénoncer des fêlures du XXIe siècle, cela me taraude. J'en défaille. Abus en tout genre, abus du verbe pouvoir, abus de position dominante, abus de règles mal définies, abus de promesses non tenues. Au fait, de cette tempête, je déteste tous les objets dont le nom finit par E. Il faut que j'en remette une couche. Aussi, je concède ma réprobation à l'anglicisme I hate you. Trottinette, bicyclette, motocyclette, voiturette, skate, charrette de marché, poussette, patinette, valise à roulettes. J'étire une béante besace d'amertume, les y jette avec une allumette E. Difficile de circuler en quiétude sur les trottoirs de ma ville. Mise en danger d'autrui, insécurité permanente, agressivité et anxiété environnante. Depuis ces panneaux autorisant les vélos à tourner à droite, grillant le feu rouge, à rouler en sens interdit, les cyclistes impunis circulent sans aucun respect du code de la route, dans une anarchie complète, ils n'en font qu'à leur tête, Pas de mais idem à l'entendre. Pratique. Trop addictif. La contrainte moderne exercée est intolérable. Obligations administratives, cyberattaques, arnaques en tout genre, panne de connexion, dépenses pharaoniques, désert numérique. La cigarette et la vaporette. La loi E20 de bonne facture engendre des conséquences imprévues. Les salariés accros au tabac envahissent le bas des immeubles en comité coupure, café et cigarettes entre les mains. On peut supputer qu'ils en profitent pour moins travailler. Dans Paris, ces amalgames se répètent sur les trottoirs, devenus gymkhana pour piétons, et s'installent des nuages toxiques à fendre. Les terrasses de café, par définition à l'extérieur, sont réservées aux fumeurs. Les non-fumeurs, exclus, bannis, ne peuvent y profiter des beaux jours. Pendant l'hiver, on cloisonne ces fumoirs, la fumée se concentre. Pour entrer dans l'établissement, on doit traverser ces brouillards néfastes. Où est le bienfait de la mesure ? Barbichette et barbe. La prolifération des barbus me hérisse. Quel bonheur de voir réapparaître sur les écrans des visages masculins, lisses, rasés de frais et de près. Puissent les mœurs abolir le système pileux, piteux. Des jeans troués au prix exorbitant, je n'arrive pas à l'accepter. Moi qui mets des points d'honneur à réparer, raccommoder, customiser mes vêtements. La société civilisée désire-t-elle se clochardiser ? Impertinence et décadence ? Coudre me plaît, c'est utile. Cela me rappelle ma mère. Quand j'aperçois un vêtement abîmé, je propose mes services aux amis. Un pantalon en accordéon attire mon regard. Je me projette, sur l'ourlet à faire, le surplus de tissu à supprimer pour un minimum de retenue. L'imagination dirigeait ma mine de graphite ou mes faux pastels avant l'école. Je me refusais à copier. L'enseignement du dessin a brisé mes élans, canalisant ma créativité dans le domaine pictural. Je crois n'avoir pas retrouvé cette faculté d'inventer des images sur le papier sans un modèle photo.
Je reconnais cependant que ces cours reçus du CM2 à la terminale me furent bénéfiques. J'ai récolté plusieurs prix en la matière. Ils déroulèrent le fil de mon aptitude, m'ouvrirent des perspectives, tissèrent mon aversion pour la mise en couleur des dessins. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Victor Hugo. Depuis 7 ans dans ma cellule de bonne, satanée chambre de nonne, je décrète ni nouveau printemps, ni nouvel été dans ces conditions. Voisinage irrespectueux, chaleurs extrêmes qui m'obligent à quitter mon foyer pour me réfugier dans la fraîcheur du métro et des centres commerciaux. À mon prochain anniversaire, début avril, si ma vie ne s'est pas fondamentalement renouvelée, notamment pour le logement, je battrai en retraite. Dans un couvent, un monastère, prononcer des vœux n'est pas obligatoire. Un statut de familier peut être accordé, je me suis renseignée. À choisir, je préfère que l'amour terrestre submerge ma dernière vie, éradiquant mon trop de solitude, même multicréatrice. Dans mon espace réduit, peu insonorisé, mon souci ne se limite pas au manque de confort sanitaire. Désir auto-réprimé, m'envoler par la musique ou le chant m'est impossible sans gêner les voisins, même si eux-mêmes me dérangent, de jour ou de nuit. Fuir les intrusions de proximité est utopique en la carence d'une seconde pièce. Situation non dramatique, insupportable pourtant, qui me transformerait en terroriste de cette part de violence cohabitant avec la bienveillance en chaque être humain. En réaction, mon esprit frondeur s'allie à la fibre sarcastique pour désamorcer des conflits latents. Ainsi, en 2009, poème conciliateur, déposé pour les gêneurs, avec une paire de chaussons imposants et amusants. Du très bon usage de cet accessoire, dès la porte de la maison et même sur le paillasson, de jour, de nuit ou le soir, les féminins talons hauts nous quitteront et les nerfs et oreilles de tous ainsi préservés des pas forts martelés sur les beaux parquets bien cirés d'abeilles, eux-mêmes protégés par ces chaussons de ces agressions trop souvent répétées. Bien reçu le message ? Joyeux Noël et meilleure année que celle-ci, pardi. Le second, commis en 2016, ici même, rue de l'Ancry, 1 an après mon arrivée. L'un des jeunes a quitté la colocation, mais les nuisances ont persisté. J'habite au 5e étage, et malgré mon bel âge, d'un pas excité et pesant, tout le voisinage ébranlant, je n'ai pas du tout conscience de cette récurrente nuisance. Qui suis-je ? Un habitué de la colocation ? Un remplaçant de ce trublion qui, souvent mis en disgrâce, quitta récemment la place ? Qui suis-je ? Je suis une personne assurément intelligente et, rapidement, bannirai cette mauvaise habitude avant qu'aux extrêmes je pousse hors de sa belle quiétude la victime de mes secousses. Bonne année, bonne santé, Valentine voisine. Quand j'ai vécu il y a 17 ans, dans cette ancienne maison immense, en Touraine, j'avais silence, sommeil, espace, mais plus d'argent. La saison froide, très rude, me décida. Plus d'hiver à 7 degrés dans ma demeure en mon absence. Resté 18 mois, j'ai vendu et déménagé au début de l'automne. Promesse tenue, des primes avortées. C'est incontestable, les paroles s'incarnent. Les mots ont une puissance insoupçonnée. Je l'ai écrit dans mon livre 1, je dois surveiller mon langage à l'avenir. Vœux pieux non respectés. Ma photocarte, vœux 2022, fut de mauvais augure, inventant cette maxime. Qu'étincelle de 1000 feux, l'année nouvelle 2022. J'aurais dû être attentive à son sens masqué. Les incendies ont ravagé la France pendant des mois. Ma phrase fut-elle
Prémonition, intuition, connexion. Ma carte de 2023, en mailing mi-décembre, m'a réservé une surprise lors de la manipulation des clichés. Cachée dans l'image, une tête s'est dévoilée, que j'identifie spontanément comme E.T., personnage sur les écrans de 1982. Hasard ou coïncidence, 2 jours après, Arte.tv programme un documentaire sur la fabrication de ce film à succès. Puis l'émission, Affaires conclues sur France 2 le lendemain, ajoute une pierre au phénomène. On propose à cette vente aux enchères un E.T. grandeur nature, parlant et clignotant comme l'original. Enfin, je me suis souvenu, en croisant l'ami Francis Huster dans l'intervalle, que j'avais concocté une ode saluant sa longue croisade pour Molière au Panthéon. Francis Huster. Âme invulnérable, un E.T. itinérant, extraterrestre tenace, un E.T. véritable, singulier, s'exclamant entre verbe et grimace, le discours pour Molière, sa vérité sans bavure, son regard de rapière, le monde sous le vent, garde la dent dure, dans et sous le vent. Nuance châtaigne entre dents du peigne, dissimule savamment cheveux blancs. Ce geste est-il impie pour ses groupies ? Francis danse, s'affaire en moult conférences. De théâtres en amphi, de places en abbayes, l'E.T. Huster captive la France. Circonvolution étrange d'une constellation d'étoiles, dont celle, rouge et souriante, située au centre de mes vœux pour l'an nouveau 2023. Après les retrouvailles avec E.T., Arte.tv m'offre un autre documentaire, Le dernier hiver du Cid, sur l'un de mes héros de jeunesse. Nostalgie en cascade. Dans le film Les Grandes Manœuvres s'affola mon cœur de fillette pour le soldat Armand de Laverne. Gérard Philippe, que je n'ai pas encore évoqué. À quel moment ai-je commencé à représenter cet acteur pour ma collection de portraits ? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui a interrompu mon crayonnage ? Action délibérée ou involontaire, je l'ignore. Et mon castor aussi. J'ai démarré pour une vie inaccomplie, ce visage indéfinissable qui semble nous adresser un clin d'œil. Si ce magnifique comédien avait vécu le double de l'âge auquel il nous a quittés, la ressemblance entre lui et son incontestable suppléant aurait-elle subsisté ? Dernièrement, Francis Huster m'a accordé la faveur de lire mes 2 scénarios tirés de mes romans. Il m'a ensuite conseillé de les concrétiser en bande dessinée. Reprendre le crayon, réactiver ce don du ciel que j'ai exploité durant l'enfance et l'adolescence. Exhumé en 2011 pour honorer la troupe de France, il est remisé dans mon grenier des possibles. Remettre sur ce métier mon ouvrage m'avait déjà effleuré l'esprit, méditer le sujet avant de réagir. Quand depuis environ 5 ans, je réitère que je souhaite, veux déménager, quitter ce lieu, on me répond immanquablement « Et tu irais où en France ?» Paris. Réponse invariable. J'y suis, j'y reste. J'ai tenté la province en divers lieux, la banlieue proche, sans le métro. Dans la capitale, tout est à portée de mes pieds. Les transports me sont offerts par la mairie, compte tenu de ma situation administrative. Je sais que nulle part ailleurs je ne jouirai de semblables dispositions. Trop de gens se targuent du statut de Parisien alors qu'ils vivent en Île-de-France. Je me souviens de la venue d'un neveu de province qui avait étudié à la Défense mais résidait en grande banlieue. En visite à Paris, il utilisa le GPS de son téléphone pour rejoindre la station Aubert depuis la gare Saint-Lazare par des kilomètres de couloirs de correspondance dans le métro. Il se vantait d'avoir habité Paris. Mon neveu et moi n'étions pas en phase. Ce trajet, un vrai Parisien le fait par l'extérieur, c'est bien plus rapide. Intramuros, c'est cela être parisien. Paris, ville, hélas, souvent ragoûtante.
si fascinante. Ici, hasard, rencontre, signe serait-il favorisé? Ce n'est pas certain. Et comment s'en assurer? Je tiens à vous conter une anecdote récente. J'avais acheté un billet pour la dernière d'une pièce déjà vue lors de la première. Je n'avais plus envie d'y assister parce que fatiguée. Souhaitant que cette place soit utilisée, j'ai contacté plusieurs de mes amis, hélas, indisponibles ou absents de la capitale. J'ai effectué quelques courses en ville en réfléchissant fortement à une solution. De retour dans mon quartier, près de la salle où se jouait la pièce, j'ai été exaucée. Une dame traversait le boulevard Saint-Martin, je la suivais en imaginant l'aborder, proposer mon billet, sans oser agir. Elle me devançait de quelques mètres. Attirée par l'affiche du spectacle, elle s'arrêta et interrogea les ouvreuses, en pause cigarette, au dehors. J'arrivai à cet instant pour entendre leur réponse. « C'est complet et c'est la dernière ce soir. » Le destin me tendait une perche indulgente. Je pris part à la conversation en offrant ma place à cette dame étonnée. Ce jour-là, la bonne étoile a su combler de joie 2 personnages en un seul acte devant un théâtre. Ma grand-mère maternelle disait de moi « Elle a toujours la pastille en l'air ». Comme si cette période de 7 ans était ma croix à porter jusqu'à Pâques. Me voilà clouée sous le zinc. L'arrivée de cet hiver rend mon sort égoïste et me rassure. Je vois tant de personnes en quémande sur les trottoirs, tant de vies bouleversées par les cataclysmes, de familles décimées par les accidents ordinaires et incidents extraordinaires. J'aime écouter le philosophe Christophe André, très présent dans les médias, auteur de Consolation, sa dernière parution. Il affirme, en douceur, parmi d'autres vérités, que l'enfant et l'adolescent sont toujours là. C'est l'enfant intérieur, enrichissant, qui aide à traverser le quotidien. On a besoin de merveilleux. Quelqu'un d'autre disait « Parler aux animaux aide à se retrouver, vrai et naturel. Comme j'en croise peu dans la vie, je parle à mes peluches et leur donne la parole. » Mes activités domestiques vite terminées, je m'arrête un instant et contemple mes copains à poils synthétiques. Celui qui m'attire le plus, c'est Riton l'acteur. Mes yeux s'abreuvent dans son regard de verre pour deviner ce que cette peluche me cache ou me réserve. Ouais, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Et m'a piqué mon foulard. Je suis pas content. Salut. Béa se moque de l'admiration portée à son congénère, lui n'est pas une marionnette. Il lui suffit d'être l'heureux déclencheur de cet accouchement de pages enluminées. Il songe à Guigui, qu'il aurait aimé vraiment connaître. Le marionnette, de ses 2 bras et son corps flasque, réclame sa réforme méritée. Les nouveaux ne possèdent-ils pas 4 pattes et un corps très volumineux? Docteur Cadval, imberbe et le seul vêtu, ajuste sa cravate, décide de sa reconversion dans la psychanalyse quand son copain de jeux vidéo l'aura quitté. Quant à Tinatou, elle rugit en silence, consciente d'être gardienne de Monzo. Petit loulou acquiesce près d'une housse écossaise défraîchie. Avec des cordes neuves, ma guitare percée, rapiécée, quinquagénaire se meurt de mon indifférence. Quand je la déplace chaque jour pour ouvrir ou fermer la chauffeuse BZ, elle est convaincue que je la méprise. Ma mère et ma tante Lise, en fin de vie prévisible, disparues à quelques semaines d'écart, s'adressaient à leur mère invisible, à mes grands-mères. Elles semblaient vraiment les voir. Depuis quelque temps, j'élève la voix dans ma pièce. Je m'adresse à mes 2 parents à tour de rôle, signe d'arrêt de mes péripéties. J'implore une protection familiale, une aide spirituelle pour tenir ma route. Et je pense qu'ils me les accordent.
Claude Nougaro l'affirmait dans La plume de l'ange, la foi est plus belle que Dieu. Ainsi, le 20 novembre, date anniversaire de la naissance de mon père, j'ai reçu une preuve de confiance inattendue. Le 17 du mois suivant, date anniversaire de ma mère, l'un de mes souhaits a décroché la bonne adresse. J'aimerais encore glisser mon bras sur la table, main offerte à mon père âgé, auprès de ma mère épuisée de silence. Mon esprit vagabonde, déménage dans cette folie que l'on me reconnaît affectueusement. Subitement, en manipulant Riton l'acteur, j'éclate en sanglots, sans raison apparente, mais quantité de motifs sous-jacents, pleurs bruyants d'une profonde tristesse, que l'on explicite régénératrice et nécessaire. Ce mignon raton laveur n'est pas l'auteur de ce mal-être. Des sanglots parsèment mon quotidien, ricochets de solitude, anicroche de néant sentimental. Cet hiver apportera riposte pour la suite de mon histoire, à compter du printemps. Pour céder à la mode ambiante, si je me trouvais née à Trompe avec les occupants du trotteur, que confierais-je à ce sourire insouciant ? Qu'une vie sinueuse, florissante, te conduira où tu ne peux le soupçonner, que la vie penchée sur l'éléphant de ton berceau t'accordera du ciel les bienfaits pour régir une dernière parcelle de vie superbe. J'ai ainsi vécu seule. Longtemps j'ai vécu seule, longtemps je fus désemparée. Des ans parés maintenant, je vogue vers une félicité, sous la bonne étoile qui m'a vu naître libre et déterminée. Les défis successifs que je m'impose me conservent vivante. Si le moral faiblit de temps en temps, c'est pour rebondir, je pense souvent. À 1972, l'année virage de la majorité, à ce camp de vacances encadré à Sizun, Finistère, à cette mémorable balade à cheval dans l'univers magique et apaisant de la mythique forêt de Brocéliande. Bientôt 72 ans, maintenus en forme. Aux plaintes, je déroge, même si je rouspète, si je râle. Pas le dernier, rassurez-vous. Je n'éprouve vraiment pas l'envie, même tonitruante, de mourir volontairement, de quitter la société, de m'exiler. J'aspire simplement à finaliser ces projets qui dorment, à réveiller mes rêves, à partager de pimpantes chimères, à m'épanouir en générosité et tendresse. Le front penché sur la terre, j'allais triste et soucieux, quand j'entendis la voix claire d'un petit oiseau joyeux. Il disait: reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Et quand le ciel devient sombre, j'entends le petit oiseau qui chante là-bas dans l'ombre, sur sa branche au bord de l'eau. Il me dit: reprends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Si la nuit n'a point d'étoiles et le jour point de soleil, nous verrons au bord d'un voile revivre un rayon vermeil. Lorsqu'au terme du voyage,
pourrons chanter encore. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or.